Nous avons 1 heure pour partager cette petite connaissance. Alors, il m'a été demandé de pouvoir discuter ensemble avec vous sur l'historique du phénomène Kamwina Nsapu et comment intégrer les us et coutumes des communautés locales et la question liée au genre. Je crois que hier, nous avons eu le temps de pouvoir exploiter ou de lire les documentaires. Je crois que pour ceux-là qui en ont exploité, vous avez déjà une idée générale au regard de ce qui s'est produit dans cette partie de la République. Et je crois déjà que pour les uns, ils ont déjà des notions au regard de ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas aussi une surprise pour vous, parce que étant originaire de l'espace Grand Kasaï, vous en connaissez quelque chose au regard de ce qui s'est produit. Alors, nous allons devoir vous réserver l'économie de ce qui s'est produit exactement ici. Alors, il faut d'abord préciser ici que, parce que nous allons parler de l'historique, comment on est parvenu, comment ce mouvement-là a eu à s'éclater et puis produisant tous les effets possibles. Il faut rappeler ici que le Kasaï est constitué depuis juillet 2015 de 5 provinces. Donc il y a eu démembrement. Nous avons eu le Kasaï central, nous avons le Kasaï oriental, l'Omami, le Sankourou. Le Kasaï est l'une des régions les plus développées de la RDC, malgré l'existence des richesses minérales, notamment le diamant, de l'or, des zinc, le lithium, etc. L'économie y est dévastée depuis plusieurs décennies. Une situation d'extrême pauvreté et de sous-développement chronique perdue en raison très faible d'investissement de l'État dans les services de base de la région. Le Kasaï majoritairement peuplé de Luba est traditionnellement en fief du principal parti l'UDPS qui est l'opposition. Et là, on dirait que c'est le fief de l'UDPS. La vague de violence au Kasaï depuis 2016 s'est inscrite dans un contexte national. Les tensions autour, logiquement, de l'organisation des élections présidentielles de 2016. Il vous souviendra effectivement que en 2016, la centrale électorale devrait logiquement lancer les élections, devait procéder à l'organisation des élections présidentielles, etc., municipales, ainsi de suite. Alors, contre toute attente, le pouvoir en place à l'époque, qui n'était pas préparé logiquement pour amener le peuple congolais aux élections, parce qu'à vrai dire, le mandat du président à l'époque sortant s'achevait en 2016. Et hélas, le gouvernement sortant a voulu mener des subterfuges pour devoir se camponner au pouvoir. Et ceci contre le souhait ou la volonté du souverain primaire qui au départ leur avait fait confiance de diriger à sa destinée durant un mandat renouvelable une seule fois. Mais arrivé à la fin de leur mandat, ils ont voulu mener des subterfuges au point qu'il y a eu plusieurs soulèvements dans plusieurs parties de la République. C'est d'abord d'une part avec l'organisation de la marche du Sphinx de Limité, je crois en 2016, au mois de septembre, laquelle marche, vous le savez bien, réprimée dans le sang. Non seulement, mais aussi il y a eu le mouvement Boudia Congo avec Nemo Nassim, qui y a présenté aussi son ras-le-bol, qui ne voulait pas exactement que l'on puisse aller au 3e penalty. Je crois aussi avec nos amis de Bakatratanga et à Lubumbashi. Donc il y a eu ce genre de mouvement pour fustiger effectivement qui n'était pas d'accord avec l'entreprise conçue par nos amis du pouvoir sortant. Et pour ce faire, dans le Kasaï, nous avons connu aussi le mouvement où le grand chef Kamwina Nsapu, s'inscrivant dans la même philosophie avec les autres d'autres provinces, a voulu effectivement lever la voix. Selon lui, il n'était pas d'accord
effectivement avec la philosophie conçue par le gouvernement sortant. Surtout d'après sa motivation ou ses motivations qui constatent effectivement la dégradation de la situation sociale dans la province et qui, à un moment donné, selon ses analyses, où il constatait que le gouvernement, à l'époque, n'était pas tout à fait attentif par rapport, en fait, aux conditions sociales, pourquoi pas économiques, de l'espace Grand Kassai, particulièrement au Kassai central. Et selon lui, il fallait effectivement voir un nouveau régime à la tête du pays. Et particulièrement, selon son souhait, il fallait voir un fils du Kassai, de l'espace, en fait, être à la tête de la République du Congo. Alors, la milice Kamwina Sapou, majoritairement, de Luba, est née d'un conflit de pouvoir coutumier. Après la mort de l'ancien chef Kamwina Sapou, parce que là, si vous le permettez, vous devez connaître d'abord exactement qui est Kamwina Sapou. Jean-Prince alias Kamwina Sapou est né le 6 avril 1966 à Tchikoula. Il est originaire du groupement Bajila Kassang situé dans le secteur de Dibataï, territoire de Dibaya, province Kassai centrale. Fils de Kayembe Pumbululu et de Kapinga Wakalala Mapa Pandi. Comme la plupart de nos chefs coutumiers et polygames de son état, sa première épouse est sud-africaine. C'est pourquoi de temps à autre vous apprenez le chef Pandi est en Afrique du Sud pour les soins, pour soigner. C'était un traduit praticien. Donc, son épouse était sud-africaine. Et de cette union, il y aurait 3 enfants qui sont avec leur mère dans son pays d'origine. Sa deuxième femme porte le nom d'Alphonsine Ngalula. C'est elle qui fut violentée le 3 avril. Parce que vous le savez bien que parmi les mobiles qui ont justifié la nervosité du grand chef, c'est pas seulement parce que, je dirais, ses attributs du pouvoir étaient désacralisés, mais aussi plus loin, les forces de l'ordre qui ont été envoyées chez lui, dans son village, dans sa maison, qui ont procédé à se livrer à une perquisition, se sont livrés à pouvoir imposer les relations charnelles à sa femme. Donc, communément, ils ont violé sa femme, entre guillemets. Partant de ses études faites, Jean-Prince Mpandi a fréquenté l'école primaire de Kenakalamba, puis il a suivi le cycle court, section agricole, dans une école à Lubumbashi, salésien. Il aurait travaillé avec les Chinois et serait initié à leur médecine. Mais d'autre part aussi, dans les trottoirs, ce qu'on propage, que partout il était docteur en médecine. C'est basant sur les informations non vérifiées. Présente Jean-Prince Mpandi en ces termes. Le chef coutumier dont parle est un grand notable local comme Kamwina Sapou s'appelle Jean-Prince Mpandi, un médecin dans une cinquantaine fréquente et un peu empâté par le contact avec la nourriture étrangère. Ce qui a fait sa formation en Afrique du Sud, et il y a vécu la plus grande partie de ces années. Il faut aussi ajouter, enfin, que parlant de la tradition kassaïenne, le titre de noblesse que confère le pouvoir coutumier, le prêtre suisse a eu le mot juste Kamwina Sapou, plus qu'un nom, un titre lié à la fonction coutumière que prend le chef du clan Bajila Kassang, de la tribu Luba, dans le sud-est de la province de Kassai centrale, autour de la ville de Tchimbu. Donc voilà le résumé au moins de l'historique du chef Kamwina Sapou. Et pour revenir maintenant, la demande de reconnaissance
de M. Pandi comme chef coutumier a été rejeté au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire, dans les pratiques coutumières, le pouvoir coutumier, c'est un pouvoir hiérarchisé et un pouvoir organisé. Lorsque monsieur, dans son père, que vous connaissez pour les uns, a tiré sa révérence, les pratiques coutumières veulent bien que la succession va se faire toujours au niveau de la famille régnante. Ce qui a fait que la famille régnante s'est réunie en conseil et a désigné M. Pandi, Jean Prince, comme successeur de son père. Après cette étape, il y a eu une cérémonie traditionnelle, comme à l'accoutumée, liée à l'intronisation de ce dernier. Ayant été intronisé par la famille régnante, comme si cela ne suffisait pas, il était plus qu'impérieux que la reconnaissance soit officielle. Et cela devait déboucher par la prise d'un arrêté ministériel au niveau de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur. Et cela sous proposition faite par le gouvernement provincial et via effectivement le ministère de l'Intérieur provincial, parce que c'est lui, le ministère provincial de l'Intérieur, qui gère les affaires coutumières. Et lorsque le procès verbal de l'intronisation a été déposé au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a eu des astuces malicieuses au niveau du gouvernement à l'époque pour ne pas effectivement reconnaître ces grands chefs comme étant le nouveau patron de cette tribu-là. D'où il y a eu certaines conditions qui ont été soumises au grand chef. Et par rapport à sa logique, il a estimé que d'abord, le pouvoir coutumier, c'est un pouvoir sacré. C'est-à-dire, c'est un pouvoir qu'on ne peut pas violer et qu'on est obligé à respecter scrupuleusement. De ne plus éviter les interférences, les hiatus, donc l'immixtion. Donc le pouvoir politique s'immixe dans les affaires coutumières pour des faits politiques. Et là, on gâche tout. Et au regard de la vision du grand chef, qui voulait effectivement que le pouvoir coutumier soit respecté, qu'il n'y ait pas d'interférence. Et voilà, après lui avoir posé certaines conditions pour l'obtention de la décision de l'acte faisant de lui ou qui pouvait lui conférer la qualité d'être reconnu en tant que tel de manière officielle, le chef a voulu s'inscrire en faux au regard de ces conditions. D'où la politique ou le pouvoir politique dans ses manœuvres a voulu logiquement passer outre, c'est-à-dire reconnaître notamment M. Ntenda, pour lui donner la qualité officielle, à la merci de celui qui avait suivi le cursus normal pour être ce qu'il pouvait être demain. Et le grand chef n'ayant pas jugé d'un bon œil ces pratiques machiavéliques du gouvernement sortant, c'est comme cela que, dans la vision, en fait, dans le schéma mental du gouvernement sortant, en fait, à l'époque provinciale, savait que le fait d'octroyer la qualité officielle à l'autre et que la victime, notamment Pandi, pouvait effectivement faire prévaloir ses prétentions devant les instances judiciaires. Et malheureusement, dans la philosophie de Pandi, n'était pas
de se venger vis-à-vis des instances judiciaires au regard de la lecture que lui-même fait personnellement du fonctionnement de la justice congolaise. Il a voulu opter pour... Il a fait un autre choix. C'est ce choix que vous avez vu hier, que vous avez visualisé hier. C'est-à-dire que le fait d'octroyer à l'autre le document officiel devant la justice, c'est l'autre qui doit gagner. Parce que c'est lui le détenteur de l'acte officiel. Alors, comment vous pouvez vous imaginer que toi tu es mon capitaine et demain tu deviens mon chef? Ça vous plaît dans tous vos états. Donc c'est ce qui a fait, voilà, le fondement exactement du ras-le-bol du grand chef Mpandi, qui a eu, notamment avec la suite de différents événements que nous allons devoir vous lister, vous allez voir comment les différentes étapes se sont poursuivies. Le 3 avril 2016, une perquisition a été menée au domicile du monsieur Mpandi en son absence. Du temps qu'il était en Afrique du Sud, il y a eu, comme je venais de le dire à l'aube de mon propos, il y a eu une forte délégation de Kinshasa. Ayant appris par les services de sécurité, notamment l'ANR, que le chef, logiquement, n'étant pas content de tout ce qu'il y avait, qui préparait déjà une insurrection. C'est comme cela qu'on a envoyé, on a dépêché une équipe musculée, juste dans son village, pour procéder à la perquisition de son domicile, au point, comme je venais de vous le dire, que sa femme a été touchée sexuellement. Cet incident aurait accentué son sentiment d'animosité vis-à-vis des autorités et de son rival, M. Tchambi, suspecté d'être à l'origine de cette perquisition. Parce que logiquement, cette équipe ne veut pas descendre sans avoir les éclaireurs. Vous le savez exactement même, en fait, les différentes opérations qu'on vient de mener porte à point, ainsi de suite, il doit y avoir un éclaireur. Quelqu'un qui peut permettre à l'équipe qui vient, étrangère, de pouvoir bien mener la mission. Et selon les enquêtes menées, c'est M. Tchambi qui était comme éclaireur, qui a aidé, bien entendu, l'équipe qui est venue à pouvoir poser tous les actes qui ont été posés. Le chef Kamwina Sapou a recruté dans son village, plutôt, dès son retour en Afrique du Sud, M. Mpandi a accusé les autorités d'avoir profané ses fétiches et tenté d'agresser sexuellement sa femme. Dès lors, il a annoncé la création d'un mouvement politico-coutumier reposant sur les pratiques et la légitimité du pouvoir coutumier et le système de croyance ancestrale. C'est comme avec, à l'époque, je crois, au Congo central, je ne m'abuse pas, avec Moulele Maï. Je crois à l'époque, qui ont eu des problèmes avec Mobutu. Il fut en exil et puis ramené au Congo-Brazza et ramené ici. Donc c'est presque les mêmes pratiques, presque similaires. Au point que son mouvement s'opposait aux autorités étatiques et aux étrangers. Parce que selon lui, il estimait que le gouvernement en son temps était constitué de beaucoup de nos agresseurs qui nous agressent régulièrement dans la partie orientale de notre pays, pour ne pas leur citer le Rwanda.